Le 15 mars 1968, une jeune enseignante de 23 ans quitte sa maison familiale à Avignon en disant qu'elle se rend à une réunion pédagogique. Elle ne reviendra jamais. 50 ans plus tard, lors de travaux de rénovation dans une propriété rurale aux environs de la ville, des ouvriers découvrent des ossements humains. Près des restes, un objet arrête immédiatement l'attention des enquêteurs, une bague en or gravée avec les initiales MB et une date troublante, 15 février 1968, une date exactement un mois avant la disparition. Mais ce n'est pas cette coïncidence temporelle qui glacera le sang des investigateurs. C'est ce que cette bague révèle sur les dernières semaines de vie de Marguerite Blanc, et surtout sur le secret qu'elle gardait désespérément caché. Un secret qui, en 1968, pouvait détruire une réputation, briser une famille et apparemment coûter une vie. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Avignon, mars 1968. La France est à quelques semaines seulement des événements de mai qui transformeront le pays. Mais dans cette ville de Vaucluse, avec ses remparts médiévaux et son palais des papes dominant le Rhône, la vie suit encore un rythme traditionnel et conservateur. Les cafés de la place de l'Horloge se remplissent aux mêmes heures. Les cloches des églises rythment les journées et les conventions sociales règnent avec une autorité silencieuse mais absolue. La famille Blanc habite une maison modeste mais respectable dans le quartier de la Balance, près des remparts et de la ville. Henri Blanc, 52 ans, travaille comme employé administratif à la préfecture depuis plus de 25 ans. C'est un homme méticuleux, aux cheveux grisonnants, soigneusement peignés, qui porte toujours costume et cravate même le dimanche. Il lit le Méridional chaque matin, vote pour les gaullistes sans jamais en discuter publiquement, et considère que l'ordre et la respectabilité sont les piliers d'une vie bien menée. Son bureau à la préfecture est organisé avec une précision militaire, chaque document à sa place, chaque dossier classé selon un système que lui seul comprend parfaitement. Simone Blanc, son épouse de 48 ans, incarne la dévotion catholique. Elle assiste à la messe quotidienne à l'église Saint-Agricole, à quelques rues de leur domicile. Ses journées sont rythmées par les prières, la préparation des repas et l'entretien minutieux de leur maison. Elle porte toujours une petite croix en or autour du cou, un cadeau de sa propre mère, et garde un chapelet dans la poche de son tablier. Pour Simone, la foi n'est pas qu'une croyance, c'est une structure qui donne sens à chaque aspect de l'existence. Elle fait partie de plusieurs associations paroissiales et organise régulièrement des collectes pour les œuvres caritatives. Leur fille unique, Marguerite, a 23 ans en ce printemps de 1968. Depuis 2 ans, elle enseigne dans une école primaire du quartier Montclar, au nord de la ville. Les enfants l'adorent. Ses collègues la décrivent comme sérieuse, ponctuelle, avec une passion particulière pour la littérature et l'histoire locale. Elle aime faire découvrir à ses élèves les légendes du pont Saint-Bénézet et les histoires des papes d'Avignon. Physiquement, Marguerite ressemble à sa mère. Cheveux châtains coupés au carré, yeux noisettes, une stature moyenne. Elle s'habille simplement, mais avec soin, privilégiant les jupes en dessous du genou et les chemisiers boutonnés jusqu'au col. Rien dans son apparence ne cherche à attirer l'attention. 3 ans plus tôt, en 1965, Marguerite a rencontré Lucien Garnier lors d'une fête paroissiale. Lucien, alors âgé de 23 ans, travaille comme électricien pour une entreprise locale. C'est un homme au visage franc, aux mains calleuses par le travail manuel, avec ce sourire facile qui met les gens à l'aise. Fils unique d'une veuve qui tient un petit commerce de mercerie rue de la République, Lucien représente aux yeux d'Henri et Simone un parti convenable, un métier stable, une famille honorable, pas de mauvaise fréquentation. Les fiançailles ont été officialisées en juin 1967. Le mariage est prévu pour septembre 1968,
à l'église Saint-Agricole, bien sûr. Pourtant, ceux qui connaissent vraiment Marguerite savent qu'il existe une autre facette de sa personnalité, plus discrète. Elle aime lire, notamment des romans que son père jugerait inappropriés. Elle cache sous son lit des exemplaires de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan et de L'écume des jours de Boris Vian. Elle fume parfois une cigarette en cachette lors de ses promenades solitaires le long des remparts. Et surtout, elle tient depuis ses 16 ans un journal intime, qu'elle garde soigneusement verrouillé dans le tiroir de sa table de nuit. Sa meilleure amie, Élise Fontaine, enseigne également dans une école primaire mais dans le quartier Saint-Ruf. Elles se sont connues pendant leur formation à l'école normale d'institutrices et depuis, elles se confient tout. Élise est plus audacieuse que Marguerite, plus ouverte aux changements qui commencent à souffler sur la France. Elle porte parfois des pantalons, écoute les Beatles et parle avec enthousiasme des mouvements étudiants. Mais elle respecte les choix plus prudents de son amie, comprenant la pression familiale qui pèse sur les épaules de Marguerite. Le quartier de la Balance où vivent les Blancs est typique d'Avignon. Des ruelles étroites où le Mistral s'engouffre avec violence certains jours, des façades aux volets de bois peints en bleu ou en vert, des platanes qui commencent à bourgeonner en ce mois de mars. Les voisins se connaissent tous, se saluent, échangent des nouvelles. Madame Calvière, la voisine du dessous, remarque tout ce qui se passe dans la rue. Monsieur Valentin, le boulanger du coin, connaît les habitudes de chaque famille. C'est ce type de communauté où rien ne reste longtemps secret, où chaque comportement inhabituel devient immédiatement sujet de conversation. En cette fin d'hiver 1968, la routine des Blancs semble immuable. Henri part chaque matin à 8 heures précises pour la préfecture. Simone s'occupe de la maison et fait ses dévotions. Marguerite enseigne du lundi au samedi matin, corrige ses cahiers l'après-midi et passe ses soirées en famille ou avec Lucien, toujours sous la surveillance bienveillante mais stricte de ses parents. Le dimanche, messe en famille le matin, déjeuner traditionnel, puis promenade digestive si le temps le permet. Mais sous cette apparence de normalité parfaite, quelque chose a changé chez Marguerite depuis le début du mois de février. Élise l'a remarqué la première. Son amie semble ailleurs, préoccupée. Elle a perdu l'appétit, ce qui ne lui ressemble pas. Ses cernes se sont creusées. Lors de leur conversation, elle se perd parfois dans ses pensées, comme si elle était confrontée à un problème qu'elle ne peut partager avec personne. Quand Élise lui demande si tout va bien, Marguerite répond toujours la même chose. C'est juste la fatigue, les élèves sont particulièrement agités en ce moment. Lucien aussi aperçut ce changement. Marguerite se montre plus distante, moins enthousiaste quand ils discutent des préparatifs du mariage. Quand il essaie de l'embrasser, elle détourne parfois la tête avec un sourire d'excuse. Elle invoque les maux de tête, le stress du travail. Lucien, qui n'est pas un homme particulièrement intuitif, mais qui aime sincèrement sa fiancée, commence à s'inquiéter. Il se demande si elle regrette leur engagement, si elle a rencontré quelqu'un d'autre. Mais ses pensées lui semblent absurdes. Marguerite n'est pas ce genre de femme. Le jeudi 14 mars 1968, Marguerite termine sa journée d'enseignement comme d'habitude. Selon ses collègues, elle semblait particulièrement nerveuse ce jour-là. Pendant la récréation de l'après-midi, la directrice de l'école l'a vue fumer une cigarette dans la cour, ce qui était inhabituel. Marguerite ne fumait jamais à l'école. Quand une collègue lui a demandé si tout allait bien, elle a simplement répondu « J'ai une décision importante à prendre ». En fin d'après-midi, vers 17 heures, Marguerite rentre chez elle comme chaque jour. Sa mère prépare le dîner dans la cuisine. L'odeur de la daube provençale emplit la maison. Henri n'est pas encore rentré de la préfecture. Marguerite monte directement dans sa chambre, ce qui n'est pas inhabituel. Elle a l'habitude de se changer et de se rafraîchir avant le repas du soir. Simone remarque que sa fille reste plus longtemps que d'habitude dans sa chambre. Vers 18 heures, elle l'appelle pour mettre la table. Marguerite descend et sa mère note immédiatement qu'elle a changé de tenue. Au lieu de sa jupe et de son chemisier d'enseignante, elle porte une robe plus élégante, bleu marine, et elle a mis du rouge à lèvres, ce qu'elle ne fait jamais en semaine. « Tu sors ce soir ?»
demande Simone avec une pointe de surprise dans la voix. J'ai une réunion pédagogique à l'école, répond Marguerite sans regarder sa mère dans les yeux. La directrice veut discuter du programme du dernier trimestre. Je rentrerai vers 21h. Simone fronce les sourcils. Un jeudi soir, c'est inhabituel. Et pourquoi tu t'es mise sur ton 31 pour une réunion de travail? Marguerite s'agace légèrement. Maman, c'est juste une robe. Je n'ai pas envie de porter mes vêtements de la journée toute la soirée. Henri arrive à ce moment-là. Le sujet est clos. Ils dînent en famille. Mais Marguerite mange à peine, poussant la nourriture dans son assiette. À 19h30 précise, elle se lève, prend son manteau léger dans l'entrée et son sac à main en cuir marron. « Tu veux que je t'accompagne » propose Henri. « Il fait déjà nuit. »« Non, papa, l'école n'est qu'à 20 minutes à pied. Je connais le chemin par cœur. Fais attention au Mistral, dit Simone. Il souffle fort ce soir. Ce sont les dernières paroles qu'ils échangeront avec leur fille. Marguerite sort de la maison à 19h35. Madame Calvière, la voisine, la voit passer dans la rue. Elle note que la jeune femme marche vite, presque pressée, et qu'elle vérifie plusieurs fois l'heure à sa montre. Au bout de la rue, au lieu de tourner à gauche vers l'école Montclar, Marguerite tourne à droite en direction du centre-ville. À 20h, elle est vue par M. Arnoux qui tient un café Place Pie. Il la remarque parce qu'elle entre rapidement dans le café, commande un verre d'eau, qu'elle boit d'un trait, puis ressort presque aussitôt. Elle avait l'air nerveuse, dira-t-il plus tard au policier, comme quelqu'un qui attend un rendez-vous important et qui a peur d'être en retard. À 20h15, elle est aperçue près de la gare routière par une ancienne élève et sa mère. La jeune fille salue Mademoiselle Blanc, mais Marguerite semble si absorbée dans ses pensées qu'elle ne répond pas au salut, ce qui froisse l'enfant. Après cela, plus rien. Marguerite Blanc disparaît dans la nuit du 14 mars 1968, comme si elle s'était évaporée dans l'air froid de ce jeudi soir venteux. À 22h, Henri commence à s'inquiéter. Une réunion pédagogique ne devrait pas durer aussi longtemps. À 22h30, il décide de marcher jusqu'à l'école Montclar. Le bâtiment est plongé dans l'obscurité, fermé, silencieux. Aucune réunion n'a jamais été prévue ce soir-là. La panique s'empare de lui. Il rentre en courant chez lui, réveillant Simone qui s'était assoupie en l'attendant. Il n'y a pas de réunion. L'école est fermée. Marguerite a menti. Simone devient livide. Où est-elle alors? Elle est peut-être avec Lucien? Ils appellent immédiatement chez les Garnier. La mère de Lucien décroche. Non, Lucien n'a pas vu Marguerite ce soir. Il est sorti avec des collègues boire un verre au café des Célestins. Elle va le chercher immédiatement. 15 minutes plus tard, Lucien arrive chez les Blancs. Essoufflé, inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Où est Marguerite? Henri explique la situation. Lucien devient blême. Elle m'a dit hier qu'elle serait occupée ce soir avec sa famille. Elle ne m'a pas parlé de réunion. C'est à ce moment précis que la réalité les frappe tous les trois. Marguerite leur a menti à tous. Elle avait prévu quelque chose qu'elle voulait garder secret. Mais quoi et avec qui? À 23h30, Henri se rend au commissariat de police, situé boulevard Saint-Roch. L'agent de permanence, d'abord peu intéressé par cette affaire de jeune femme adulte, sortie depuis quelques heures, change d'attitude quand Henri explique que sa fille a menti sur ses intentions et qu'elle n'est jamais sortie seule le soir sans prévenir exactement où elle allait. Un rapport est établi immédiatement. La description de Marguerite est notée avec précision. 1m63, 55 kg, cheveux châtains au carré, yeux noisettes, portant une robe bleue marine, un manteau beige, des chaussures noires à petits talons, un sac à main en cuir marron. Au poignet gauche, elle porte toujours la montre en argent que ses parents lui ont offerte pour ses 20 ans. L'inspecteur Marcel Arnaud, 45 ans, cheveux poivre et sel, visage marqué par 20 ans de service dans la police, arrive au commissariat vers minuit. C'est lui qui prend le dossier en charge. Grand, les épaules voûtées par des années passées penchées sur des rapports, il a l'air fatigué mais attentif. Il reçoit Henri, Simone et Lucien dans son bureau encombré de dossiers. « Racontez-moi tout depuis le début », dit-il en sortant un carnet et un stylo. Le moindre détail peut être important. Henri répète l'histoire.
Simone pleure silencieusement dans un mouchoir. Lucien, debout près de la fenêtre, fixe la nuit comme s'il pouvait y apercevoir Marguerite. « Est-ce que votre fille avait des problèmes récemment ?» demande Arnaud. « Des soucis au travail? Des disputes familiales ?» « Non, » répond fermement Henri. « Tout allait bien. Elle préparait son mariage avec Lucien pour septembre. Des amis? Des connaissances qu'elle aurait pu aller voir? Son amie Élise, dit Simone. Élise Fontaine. Elles sont très proches. Arnaud note le nom. Nous irons lui parler demain matin. En attendant, je vais envoyer des patrouilles. Nous allons vérifier les hôpitaux au cas où il y aurait eu un accident. Mais au fond de lui, Arnaud sait déjà que cette affaire est différente. Une jeune femme qui ment sur ses intentions, qui s'habille élégamment, qui vérifie nerveusement l'heure. Elle avait rendez-vous avec quelqu'un. La question est, avec qui? Et pourquoi ce rendez-vous devait-il rester si secret qu'elle a menti à tout son entourage? La nuit du 14 au 15 mars 1968 est longue et terrible pour la famille Blanc. Personne ne dort. Simone prie sans arrêt, égrenant son chapelet jusqu'à ce que ses doigts soient engourdis. Henri reste assis dans le salon, immobile, comme pétrifié. Lucien fait les 100 pas, sortant régulièrement pour arpenter les rues du quartier, appelant le nom de Marguerite dans la nuit ventée. Au petit matin du vendredi 15 mars, l'inspecteur Arnaud et 2 agents se présentent à l'école Montclar. Ils interrogent la directrice et les collègues de Marguerite. Tous confirment qu'aucune réunion n'était prévue. La directrice ajoute un détail troublant. Marguerite m'a demandé hier matin si elle pourrait avoir un jour de congé la semaine prochaine, mercredi 20 mars, précisément. Elle a dit que c'était pour des raisons personnelles. Je lui ai donné mon accord. A-t-elle précisé ses raisons? Non, et je n'ai pas insisté. Marguerite est une employée exemplaire. C'était la première fois qu'elle demandait un congé en 2 ans. Arnaud se rend ensuite chez Élise Fontaine, qui habite un petit appartement rue Thiers. Quand elle ouvre la porte et voit les policiers, son visage se décompose. « C'est Marguerite, n'est-ce pas? Il lui est arrivé quelque chose ?» Arnaud explique la situation. Élise devient très pâle et s'assoit lourdement sur son canapé. « Quand avez-vous vu Marguerite pour la dernière fois ?»« Mercredi après-midi. Nous avons pris un café ensemble après les cours, à la pâtisserie du coin. » Comment était-elle? Élise hésite puis décide de dire la vérité. Elle était anxieuse, très anxieuse. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle ne voulait pas en parler. Elle a juste dit... Élise s'arrête, cherchant ses mots. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur terrible et qu'elle devait la réparer. Une erreur? Quel genre d'erreur? Je ne sais pas. J'ai insisté, mais elle a changé de sujet. Est-ce que Marguerite voyait quelqu'un d'autre que son fiancé? Élise semble choquée par la question. Bien sûr que non. Marguerite n'est pas ce genre de femme. Elle aime Lucien. Enfin, elle s'interrompt. Enfin quoi? Enfin, je pense qu'elle l'aime, mais parfois j'avais l'impression qu'elle se mariait plus pour faire plaisir à ses parents que par réelle passion. Vous comprenez? Marguerite est quelqu'un qui a du mal à décevoir les autres. Elle fait toujours ce qu'on attend d'elle. Cette information intrigue Arnaud. Pensez-vous qu'elle aurait pu fuir pour échapper au mariage? Non, si elle ne voulait pas se marier, elle l'aurait dit. Marguerite n'est pas lâche. Et puis, où serait-elle allée? Elle n'a pas beaucoup d'argent. Ses parents contrôlent tout. Les recherches s'intensifient le vendredi. Des policiers interrogent les commerçants, les chauffeurs de bus, les employés de la gare. Plusieurs personnes confirment avoir vu Marguerite le jeudi soir, mais personne ne l'a vue monter dans un bus, un train ou une voiture. Elle semble avoir disparu quelque part entre la gare routière et nulle part. Le samedi 16 mars, l'inspecteur Arnaud retourne chez les Blancs pour fouiller la chambre de Marguerite. Avec l'accord déchirant de Simone, il ouvre les tiroirs, les placards. Dans le tiroir de la table de nuit, il trouve le journal intime, fermé par un petit cadenas. Henri insiste pour l'ouvrir immédiatement. Arnaud force la serrure délicatement. Les dernières pages du journal datent du début février. Marguerite y exprime ses doutes sur le mariage, ses rêves d'une vie différente, sa fascination pour les récits de voyage. Mais rien qui indique une intention de fuir ou une liaison secrète. La dernière entrée, datée du 10 février, est particulièrement énigmatique.
J'ai fait quelque chose aujourd'hui qui va tout changer. Je ne sais pas encore si j'ai fait le bon choix. Le temps me le dira. Qu'a-t-elle fait le 10 février ? Demande Arnaud aux parents. Ils ne s'en souviennent pas précisément. C'était un samedi. Marguerite avait dit qu'elle allait faire des courses en centre-ville avec Élise. Elle était rentrée vers 18h, apparemment normale. Arnaud retourne voir Élise. « Étiez-vous avec Marguerite le samedi 10 février ?»« Non. Elle m'a dit qu'elle avait des courses personnelles à faire. Je ne l'ai pas vue ce jour-là. » Un autre mensonge. Marguerite avait dit à ses parents qu'elle était avec Élise, et à Élise qu'elle avait des courses. Où était-elle réellement allée? Les jours passent, les semaines. Pas de corps, pas de témoins décisifs, pas de pistes solides. L'histoire fait la une du Méridional pendant plusieurs jours, puis diminue progressivement. La police explore toutes les hypothèses. Fugue volontaire, enlèvement, accident, suicide. Des battues sont organisées dans la campagne environnante, le long du Rhône, dans les carrières abandonnées. Rien. La vie de la famille Blanc se transforme en cauchemar permanent. Simone sombre dans une dépression profonde, passant ses journées à prier et à pleurer. Henri vieillit de 10 ans en quelques semaines, ses cheveux deviennent complètement blancs. Lucien continue à travailler, mais ses collègues le trouvent changé, absent, comme vidé de l'intérieur. L'inspecteur Arnaud ne lâche pas l'affaire, mais sans nouvel élément, l'enquête piétine. Il est convaincu que la clé se trouve dans ce qui s'est passé le 10 février et dans cette erreur terrible que Marguerite avait évoquée avec Élise. Mais quelle erreur! Les mois qui suivent la disparition de Marguerite transforment irrémédiablement tous ceux qui l'ont connue. L'été 1968 arrive avec ses chaleurs écrasantes qui font vibrer l'air au-dessus des pavés d'Avignon. Les touristes envahissent la ville pour le festival, remplissant les terrasses des cafés et les ruelles du centre historique. Mais pour la famille Blanc, le temps semble s'être arrêté ce jeudi soir de mars. Simone ne sort presque plus de chez elle. Elle a abandonné ses activités paroissiales, ses visites à l'église Saint-Agricole, se limitant désormais à la messe du dimanche. Et encore, seulement quand Henri insiste. Elle a aménagé un petit hôtel dans la chambre de Marguerite, avec une photo de sa fille, des bougies et un chapelet. Elle passe des heures assise sur le lit de Marguerite, tenant contre elle la robe bleue marine que sa fille portait ce soir-là. Les voisins murmurent qu'elle est devenue folle de chagrin. Madame Calvière raconte à qui veut l'entendre qu'elle entend Simone parler toute seule la nuit, comme si elle conversait avec quelqu'un d'invisible. Henri, lui, s'est enfermé dans un silence de pierre. Il continue à aller travailler à la préfecture chaque jour, accomplissant ses tâches avec la même méticulosité qu'avant. Mais ses collègues notent qu'il ne parle plus pendant les pauses, qu'il refuse toutes les invitations, qu'il semble porter un poids invisible sur ses épaules. Le soir, il rentre directement chez lui et s'installe dans le salon avec les dossiers de la police qu'il a réussi à obtenir grâce à ses contacts professionnels. Il relit chaque rapport, chaque témoignage, cherchant un détail qui aurait échappé aux enquêteurs. Il a créé une carte d'Avignon sur laquelle il a tracé avec des épingles et du fil le dernier parcours connu de Marguerite. Cette carte est accrochée au mur de son bureau et il la fixe pendant des heures, comme si elle allait soudain révéler son secret. Lucien Garnier réagit différemment. Dans les premiers mois, il participe activement aux recherches, distribuant des tracts avec la photo de Marguerite, interrogeant lui-même les gens dans les quartiers où elle a été vue. Mais au fil du temps, la douleur se transforme en colère. Pourquoi Marguerite lui a-t-elle menti? Où allait-elle vraiment ce soir-là? Cette colère se mélange à la culpabilité. Aurait-il dû être plus attentif? Avait-elle essayé de lui dire quelque chose qu'il n'avait pas su entendre? En octobre 1968, Lucien démissionne de son emploi et quitte Avignon. Il s'installe à Marseille, où un de ses oncles lui trouve un travail dans les chantiers navals. Il a besoin de partir, de ne plus voir les rues où il marchait avec Marguerite, de ne plus croiser les regards de pitié des gens qui les connaissaient. Sa mère reste à Avignon, tenant toujours sa mercerie, mais elle vieillit rapidement, rongée par l'inquiétude pour son fils unique.
Élise Fontaine, elle, est dévastée par la culpabilité. Elle se reproche de ne pas avoir insisté davantage quand Marguerite lui a parlé de son « erreur terrible ». Elle analyse et réanalyse chaque conversation qu'elles ont eue dans les semaines précédant la disparition. Y avait-il des signes qu'elle n'a pas su voir, des appels au secours qu'elle n'a pas entendus? Elle développe des insomnies, perd du poids. Sa propre mère s'inquiète pour elle et lui suggère de consulter un médecin. L'inspecteur Arnaud garde le dossier ouvert sur son bureau. Même quand d'autres affaires s'accumulent, même quand ses supérieurs lui suggèrent de se concentrer sur des cas plus récents, il continue à y revenir. Il a l'intuition que la solution est là, quelque part dans les témoignages, dans les détails que personne n'a su interpréter correctement. Il retourne régulièrement voir les Blancs, leur posant toujours les mêmes questions, espérant qu'un souvenir oublié ressurgira. L'année 1969 passe, puis 1970. La France change rapidement. Les événements de mai 68 ont laissé des traces profondes dans la société. Les mœurs évoluent, les jeunes femmes revendiquent plus de liberté. Mais à Avignon, dans le quartier de la Balance, le temps semble figé pour les Blancs. Leur maison est devenue un mausolée vivant à la mémoire de Marguerite. En 1972, Lucien revient à Avignon pour les funérailles de sa mère, emporté par un cancer. C'est la première fois qu'il revoit les Blancs depuis son départ. La rencontre est douloureuse et maladroite. Simone le serre dans ses bras en pleurant, Henri lui serre la main avec une froideur polie, ils ne savent plus quoi se dire. Marguerite était le lien qui les unissait, et sans elle, ils sont devenus des étrangers. Après l'enterrement, Lucien vend la mercerie et retourne définitivement à Marseille. Là-bas, il rencontre une femme, Catherine, une infirmière douce et patiente qui ne pose pas trop de questions sur son passé. Ils se marient en 1974. Lucien ne parle jamais de Marguerite à sa nouvelle épouse, mais Catherine sait. Elle a vu la façon dont il devient absent certains jours, particulièrement en mars. Elle a remarqué qu'il ne porte jamais de bleu marine, la couleur de la robe que Marguerite portait ce soir-là. Les années 1970 s'écoulent. Avignon continue sa vie. Le festival grandit chaque année. Les touristes sont de plus en plus nombreux. La ville se modernise. Mais dans certains foyers, le fantôme de Marguerite Blanc reste présent, aussi réel que s'il était assis à table avec eux. En 1978, 10 ans après la disparition, Henri prend sa retraite de la préfecture. Il a 62 ans, mais en paraît 10 de plus. Ses cheveux sont complètement blancs, son dos voûté. Il passe désormais tout son temps à la maison, s'occupant de Simone dont la santé mentale s'est encore détériorée. Elle confond parfois le passé et le présent, appelant Marguerite pour le dîner, lui préparant une assiette qu'elle laisse refroidir sur la table. L'inspecteur Arnaud, lui aussi, prend sa retraite en 1980. Le dossier blanc est officiellement classé comme disparition inexpliquée. Mais il garde chez lui une copie de tous les documents. Jusqu'à sa mort, en 1995, il continuera à réfléchir à cette affaire. Sur son lit de mort, il dira à sa fille « J'aurais dû trouver. La réponse était là, sous mes yeux, mais je ne l'ai pas vue. » Élise Fontaine quitte l'enseignement en 1982. Elle ne supporte plus d'entrer dans une salle de classe sans penser à Marguerite. Elle se reconvertit comme bibliothécaire à la médiathèque municipale Ceccano. C'est un travail plus calme, où elle peut se perdre dans les livres, loin des regards et des questions. Elle ne s'est jamais mariée. Quand on lui demande pourquoi, elle répond simplement qu'elle n'a jamais rencontré la bonne personne. Mais la vérité est différente. Une partie d'elle est restée figée en mars 1968, incapable d'avancer vraiment. Henri Blanc meurt en décembre 1998 d'une crise cardiaque. Il avait 82 ans. Jusqu'au bout, il aura conservé la carte avec le dernier trajet de Marguerite accroché dans son bureau. Lors de l'enterrement, Simone, qui a désormais 78 ans et souffre de démence sénile, ne semble pas comprendre ce qui se passe. Elle cherche Marguerite du regard dans l'assistance. Simone survit à son mari jusqu'en juin 2003. Elle meurt dans une maison de retraite médicalisée, où elle a passé ses dernières années à parler à sa fille disparue, comme si elle était présente.
Les infirmières racontent qu'elle semblait paisible, enfin réunie avec Marguerite dans son esprit malade. La maison familiale de la rue de la Balance est vendue par un cousin éloigné, seul héritier restant. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec 2 enfants, ne connaissent rien de l'histoire tragique qui s'est jouée entre ces murs. Ils repeignent, rénovent, effacent, sans le savoir, les dernières traces matérielles de Marguerite Blanc. Lucien, installé à Marseille, a désormais 76 ans en 2018. Il a eu 2 enfants avec Catherine, aujourd'hui adultes avec leur propre famille. Il est grand-père de 4 petits-enfants. Sa vie a continué, mais le souvenir de Marguerite est toujours là, enfoui quelque part dans son cœur. Catherine est décédée en 2015 d'un cancer du sein. Sur son lit de mort, elle lui a fait promettre de parler enfin de Marguerite à leurs enfants. « Il faut que tu te libères de ce poids », lui a-t-elle murmuré. Mais Lucien n'a jamais tenu cette promesse. Élise Fontaine a pris sa retraite en 2010. Elle vit toujours à Avignon, dans le même petit appartement rue Thiers. Elle a 72 ans. Elle passe ses journées à lire, à se promener le long des remparts, à observer la ville qui a tellement changé depuis les années 60. Parfois, elle passe devant l'école Montclar, transformée et agrandie, et elle pense à son amie disparue. Elle garde toujours une photo de Marguerite sur sa table de nuit, prise lors d'une sortie scolaire en 1966. Sur cette photo, Marguerite sourit entourée d'enfants et elle semble heureuse et insouciante. C'est comme ça qu'Élise veut se souvenir d'elle. Le printemps 2018 arrive sur Avignon avec une douceur inhabituelle. Mars est particulièrement clément cette année-là, avec des températures qui atteignent déjà 20 degrés en milieu de journée. Les cerisiers sont en fleurs 2 semaines plus tôt que d'habitude. Les terrasses des cafés se remplissent de clients qui profitent du soleil. À une dizaine de kilomètres au nord-ouest d'Avignon, dans la commune de Villeneuve-lès-Avignon, se trouve une vieille propriété qui appartient depuis 3 générations à la famille Mercier. C'est un mas provençal typique, avec ses murs en pierre blonde, ses volets délavés par le soleil, entourés de 2 hectares de terrain en partie laissés à l'abandon. La propriété domine la vallée, offrant une vue magnifique sur Avignon et son palais des papes de l'autre côté du Rhône. Jean-Baptiste Mercier, 75 ans, est le dernier descendant de la famille. Veuf depuis 5 ans, il vit seul dans le mas depuis la mort de sa femme. Ses 2 fils vivent l'un à Lyon, l'autre à Paris, et ne reviennent que rarement. Jean-Baptiste a décidé de rénover la propriété pour la vendre. Il a besoin de partir dans quelque chose de plus petit, de plus facile à entretenir. Les 2 hectares sont trop lourds à gérer pour un homme de son âge. Il fait appel à une entreprise locale de travaux, dirigée par un certain Karim Benali, un homme d'une 40aine d'années, qui s'est fait une bonne réputation dans la région pour ses rénovations de mas anciens. L'équipe commence les travaux début mars. Le projet est ambitieux. Refaire la toiture, consolider les murs, rénover complètement l'intérieur et surtout aménager le grand terrain en friche. C'est dans cette partie du terrain, à environ 50 mètres de la maison principale, qu'il y avait autrefois une remise agricole. La structure s'est effondrée dans les années 90 et depuis, l'endroit est devenu un amas de pierres et de végétation. Des ronces ont tout envahi. Des figuiers sauvages ont poussé entre les décombres. Jean-Baptiste veut faire nettoyer tout cela pour créer un jardin paysager qui augmentera la valeur de la propriété. Le mercredi 21 mars 2018, 3 ouvriers de l'équipe de Benali commencent à déblayer l'ancienne remise. Ils utilisent une petite pelleteuse pour enlever les grosses pierres et les gravats. Vers 11 heures du matin, la pelleteuse heurte quelque chose de dur qui n'est pas de la pierre. L'ouvrier qui conduit l'engin, Merdi, un jeune homme de 28 ans, descend pour voir ce qui bloque le godet. Ce qu'il découvre le fait immédiatement reculer. C'est un tissu, ou ce qu'il en reste. Un morceau de textile bleu décoloré par le temps et les intempéries, à moitié enfoui dans la terre. Mehdi appelle ses collègues. Ensemble, ils commencent à dégager prudemment autour du tissu, d'abord avec leurs mains, puis avec des outils plus petits. Ce qu'ils trouvent les glaces d'horreur, des ossements, un crâne humain, des fragments de vêtements, et quelque chose qui brille faiblement dans la terre,
un objet métallique. Mehdi sort immédiatement son téléphone et appelle son patron. « Monsieur Ben Ali, il faut que vous veniez immédiatement. On a trouvé un corps. Enfin, des ossements. » Karim Ben Ali arrive sur le chantier 15 minutes plus tard. Il regarde, pâlit et appelle immédiatement la gendarmerie. « Ne touchez plus à rien !» ordonne-t-il à ses ouvriers. « Personne ne bouge d'ici jusqu'à l'arrivée des gendarmes. » La brigade de gendarmerie de Villeneuve-les-Avignon arrive vers midi. Le capitaine François Durand, 42 ans, avec 15 ans d'expérience, est le premier à examiner la scène. Il sécurise immédiatement le périmètre avec du ruban jaune et appelle des renforts, ainsi que l'identité judiciaire et un médecin légiste. Jean-Baptiste Mercier, prévenu par Ben Ali, est sous le choc. « Je ne comprends pas », répète-t-il. « Cette remise appartenait à mon grand-père. Elle s'est effondrée il y a plus de 20 ans. Comment un corps peut-il être là ?» L'équipe de l'identité judiciaire arrive en début d'après-midi. Il commence le travail minutieux d'exhumation. Chaque pierre est retirée avec précaution. Chaque centimètre carré est photographié, mesuré, documenté. Le médecin légiste, le docteur Sophie Arnaud, nièce du feu inspecteur Marcel Arnaud, qui avait enquêté sur la disparition de Marguerite, supervise les opérations. Ce qui émerge progressivement du sol est un squelette humain presque complet, en position fœtale, enveloppé dans les restes d'une robe qui a dû être bleu marine. Les tissus sont en très mauvais état, mais certains fragments sont encore identifiables. À côté du corps, il trouve les restes d'un sac à main en cuir dont la fermeture métallique a mieux résisté au temps que le cuir lui-même. Et surtout, au niveau de la main gauche du squelette, il y a une montre en argent dont le mécanisme est complètement rouillé et une bague. La bague attire immédiatement l'attention. C'est un simple anneau en or, mais à l'intérieur, malgré 50 ans passés sous terre, une gravure est encore visible. Le docteur Arnaud nettoie délicatement l'objet et lit à voix haute « Monsieur B. 15 février 1968 ». Le capitaine Durand fronce les sourcils. « Monsieur B. février 68 ». Il se tourne vers son adjoint. « Vérifiez dans les fichiers des personnes disparues. Une femme, initiale M.B, disparue autour de 1968. Il ne faut pas longtemps pour trouver. Le dossier de Marguerite Blanc est toujours dans les archives, marqué comme non résolu. Quand le capitaine Durand lit le rapport original, rédigé par l'inspecteur Marcel Arnaud 50 ans plus tôt, il comprend immédiatement. La description correspond. Robe bleue marine, sac à main en cuir marron, montre en argent au poignet gauche. Mais c'est la bague qui pose question. Il n'y a aucune mention d'une bague dans le dossier original. Marguerite ne portait pas de bague ce soir-là, à part sa bague de fiançailles qu'elle avait d'ailleurs laissée chez elle. D'où vient cette bague gravée? Et pourquoi porte-t-elle une date du 15 février, exactement un mois avant sa disparition? Le docteur Arnaud poursuit son examen préliminaire sur place. Le corps est celui d'une femme jeune, entre 20 et 30 ans, déclare-t-elle. La datation précise nécessitera des analyses en laboratoire, mais l'état de décomposition et les objets trouvés correspondent à un enterrement datant d'environ 50 ans. Elle examine le crâne avec attention. Il y a une fracture importante à l'arrière du crâne. Ça pourrait être la cause du décès, mais je ne peux rien affirmer sans une analyse complète. Le capitaine Durand sait qu'il doit prévenir les proches. Mais après 50 ans, qu'y reste-t-il? Il consulte le dossier. Les parents sont décédés. Le fiancé. Il trouve une adresse à Marseille pour un certain Lucien Garnier. La meilleure amie, Élise Fontaine, habite toujours à Avignon selon les registres. En fin d'après-midi, 2 gendarmes se présentent à l'appartement d'Élise, rue Thiers. Quand elle ouvre la porte et voit les uniformes, elle sait immédiatement. Après 50 ans d'attente, la vérité vient enfin la trouver. « Mademoiselle Fontaine, nous devons vous parler de Marguerite Blanc. » Élise les fait entrer. Ses mains tremblent légèrement quand elle leur sert du café. « Vous l'avez trouvée, dit-elle. Ce n'est pas une question. Oui, des restes ont été découverts ce matin lors de travaux de rénovation. L'identification n'est pas encore officielle, mais plusieurs éléments correspondent au dossier. Où? À Villeneuve-les-Avignon.
Dans une propriété privée, sous les décombres d'une ancienne remise. Élise ferme les yeux. Villeneuve-les-Avignon, répète-t-elle doucement. Elle n'avait aucune raison d'aller là-bas. Nous ne connaissions personne dans ce coin. Les gendarmes lui montrent une photo de la bague. Reconnaissez-vous cet objet? Marguerite Blanc portait-elle une bague comme celle-ci? Élise examine la photo, lit la gravure. Son visage change. Non, je ne lui ai jamais vu cette bague. Et regardez la date, 15 février. C'était... Elle s'interrompt, réfléchissant intensément. C'était un jeudi. Vous en souvenez-vous? Non, pas précisément, mais quelque chose dans son comportement a changé autour de cette période. Je le lui ai dit à l'époque, au policier. Début février, Marguerite est devenue différente, anxieuse, préoccupée. Élise regarde de nouveau la photo. Une bague gravée avec une date, c'est le genre de chose qu'on offre pour marquer un événement important, un anniversaire, ou... Elle hésite. Ou quoi? Ou une promesse. L'identification formelle prend quelques jours. L'analyse ADN est compliquée, car les parents de Marguerite sont décédés, et il n'existe pas d'échantillon d'ADN conservé d'eux. Mais l'équipe médico-légale utilise d'autres méthodes. La reconstitution dentaire à partir des dossiers médicaux conservés, l'analyse des objets personnels et surtout l'examen de la montre dont le numéro de série correspond au registre du bijoutier où Henri Blanc l'avait acheté en 1965. Le vendredi 23 mars, l'identification est officiellement confirmée. Les restes sont bien ceux de Marguerite Blanc, disparue 50 ans plus tôt, jour pour jour à quelques heures près. Cette coïncidence macabre frappe tout le monde. Elle a été trouvée exactement 50 ans après sa disparition. Le capitaine Durand rouvre officiellement l'enquête, mais cette fois comme une affaire de meurtre. La fracture au crâne suggère un traumatisme violent. Le fait que le corps ait été enterré sous une remise abandonnée exclut l'accident ou le suicide. Quelqu'un a tué Marguerite Blanc et a caché son corps. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Durand constitue une équipe avec 2 autres enquêteurs. Il commence par réinterroger tous les témoins encore vivants. Élise Fontaine est la première sur leur liste. Lors d'un interrogatoire approfondi au commissariat d'Avignon, Élise raconte tout ce dont elle se souvient. Elle parle des doutes de Marguerite sur son mariage, de son changement de comportement début février, de cette phrase troublante sur l'erreur terrible qu'elle devait réparer. « Avez-vous réfléchi depuis à ce que cette erreur pouvait être ?» demande Durand. Pendant 50 ans, répond Élise avec un sourire triste. J'y ai pensé pendant 50 ans. Au début, j'ai cru qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre, qu'elle avait eu une liaison, mais ça ne lui ressemblait pas. Marguerite était incapable de trahison. Et maintenant? Qu'en pensez-vous maintenant? Élise montre la photo de la bague. Cette bague change tout. Une bague gravée avec une date précise, un mois avant sa disparition. Ça ressemble à un engagement, à une promesse. Mais pas avec Lucien, évidemment, puisqu'ils étaient déjà fiancés. Donc avec quelqu'un d'autre. C'est la seule explication logique. Les enquêteurs se tournent ensuite vers Lucien Garnier. Il vit toujours à Marseille. Quand les gendarmes se présentent chez lui, Lucien, maintenant âgé de 76 ans, avec des cheveux blancs clairsemés et des mains marquées par des décennies de travail, les fait entrer dans son salon encombré de photos de sa famille. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-il simplement. « Pendant 50 ans, j'ai attendu cette nouvelle. » Il confirme que Marguerite ne portait pas de bague le jour de sa disparition, à part sa bague de fiançailles qu'elle avait laissée sur sa coiffeuse ce soir-là. Je l'ai remarqué après, quand les policiers nous ont posé des questions sur ce qu'elle portait. Sa bague de fiançailles était là, dans sa chambre. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Mais plus tard, j'ai compris que c'était un signe. Un signe de quoi? Qu'elle allait voir quelqu'un d'autre, qu'elle ne voulait pas porter ma bague pour ce rendez-vous. La voix de Lucien se brise légèrement. J'ai passé 50 ans à me demander qui était cet homme. Qui était-il? Pour qu'elle me mente? Pour qu'elle risque tout? Les gendarmes lui montrent la photo de la nouvelle bague. Lucien la regarde longuement, puis secoue la tête. Je ne l'ai jamais vue. Auriez-vous remarqué si elle avait porté une bague à un autre doigt que celui de ses fiançailles? Lucien réfléchit.
Je ne sais pas, probablement pas, je ne faisais pas attention à ces détails. L'enquête se concentre alors sur Jean-Baptiste Mercier, propriétaire du terrain où le corps a été trouvé. Durand l'interroge longuement. Mercier avait 25 ans en 1968. Il travaillait à cette époque comme mécanicien dans un garage d'Avignon. Il habitait déjà le mas familial avec ses parents. « Connaissiez-vous Marguerite Blanc ?» demande Durand. « Non. Enfin, je connaissais peut-être son nom, mais je ne l'ai jamais rencontrée personnellement. Quelqu'un de votre famille la connaissait-il ? Mes parents sont décédés depuis longtemps. Mon père en 1983, ma mère en 1989. Mais je peux vous dire qu'ils ne connaissaient pas de famille Blanc. Ce que quelqu'un d'autre avait accès à votre propriété en 1968 ? Mercier réfléchit. La propriété n'était pas fermée comme aujourd'hui. Il y avait juste un portail en bois qu'on ne fermait jamais à clé. Les gens du voisinage passaient parfois par notre terrain pour rejoindre les chemins de randonnée. C'était courant à l'époque. Donc, n'importe qui aurait pu accéder à cette remise. En théorie, oui, mais la remise était à 50 mètres de la maison. Si quelqu'un y était entré, mes parents l'auraient probablement vu ou entendu. Probablement ? Écoutez, en 1968, j'avais 25 ans et je ne vivais pas vraiment à la maison. Je sortais beaucoup, je rentrais tard. Mes parents se couchaient tôt. S'il s'est passé quelque chose la nuit, personne ne l'aurait forcément remarqué. Les enquêteurs fouillent minutieusement toute la propriété Mercier. Ils ne trouvent rien d'autre. Le sol autour de l'endroit où le corps a été découvert est analysé. Les experts confirment que le corps a été enterré là peu après la mort, probablement le soir même ou dans les jours suivants. La terre avait été remuée, puis les pierres de la remise partiellement effondrées avaient été disposées par-dessus, créant une tombe improvisée mais efficace. Pendant ce temps, le docteur Arnaud termine son rapport d'autopsie. Ses conclusions sont troublantes. Marguerite est morte d'un traumatisme crânien violent. La fracture à l'arrière du crâne correspond à un coup porté avec un objet lourd et contondant. Ça pourrait être un accident, explique-t-elle au capitaine Durand. Une chute, par exemple. Mais l'angle du coup suggère plutôt que quelqu'un se tenait derrière elle et a frappé. Un meurtre prémédité? Pas nécessairement. Ça pourrait être un geste de colère, de panique, un coup unique, très violent qui a causé une mort probablement immédiate. Et la bague, des informations sur son origine. J'ai fait analyser le métal, c'est de l'or 18 carats. Un alliage courant en France dans les années 60. La gravure a été faite de manière professionnelle, probablement par un bijoutier. J'ai vérifié. Il y avait 3 bijoutiers à Avignon en 1968 qui proposaient ce service. Durand envoie ses adjoints vérifier auprès de ces 3 bijouteries. Une seule existe encore aujourd'hui, tenue maintenant par le petit-fils du propriétaire original. Malheureusement, les registres de 1968 n'ont pas été conservés. Mon grand-père ne gardait les archives que 5 ans, explique le bijoutier actuel. Après, il détruisait tout pour gagner de la place. Un autre élément intrigue les enquêteurs. Pourquoi Marguerite se rendait-elle à Villeneuve-lès-Avignon ce soir-là ? Ce n'est pas sur le chemin entre sa maison et l'école Montclar. Ce n'est pas un quartier qu'elle fréquentait habituellement. Les témoins l'ont vue près de la gare routière à 20h15. Durand vérifie les horaires de bus de l'époque. Il existait une ligne qui reliait Avignon à Villeneuve-lès-Avignon, avec un départ à 20h30 de la gare routière. Le trajet durait environ 25 minutes. Si Marguerite a pris ce bus, elle serait arrivée à Villeneuve vers 20h55. La propriété Mercier se trouve à environ 15 minutes à pied de l'arrêt principal. Elle aurait donc pu être sur place vers 21h10. Les Blancs ont signalé sa disparition vers 23h. Une fenêtre temporelle de 2 heures. Largement suffisant pour qu'un drame se déroule. Mais pourquoi allait-elle là-bas ? Durand fait diffuser un appel à témoins dans la presse locale et régionale. Toute personne ayant des informations sur Marguerite Blanc ou sur des événements inhabituels survenus près de la propriété Mercier à Villeneuve-lès-Avignon en mars 1968 est priée de contacter la gendarmerie. Élise voit l'appel dans le journal. Elle reste assise longtemps avec le journal ouvert devant elle, fixant la photo de Marguerite, cette photo qu'elle connaît par cœur.
Et soudain, un souvenir lui revient. Un souvenir qu'elle avait complètement oublié, enfoui depuis 50 ans. C'était début février 1968, un samedi après-midi. Elle avait croisé Marguerite par hasard, rue de la République, près d'une petite imprimerie qui faisait aussi photocopies et cartes de visite. Marguerite sortait de la boutique avec une petite enveloppe Kraft à la main. Quand elle avait vu Élise, elle avait eu un mouvement de surprise, presque de panique, et avait rapidement glissé l'enveloppe dans son sac. « Qu'est-ce que tu fais là ?» avait demandé Élise. « Oh, juste des photocopies pour l'école », avait répondu Marguerite, trop vite, trop nerveusement. Sur le moment, Élise n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, avec le recul, ce détail prenait une toute autre dimension. Marguerite mentait. Elle ne faisait pas de photocopies pour l'école. Que faisait-elle vraiment dans cette imprimerie? Élise se rend immédiatement au commissariat et demande à voir le capitaine Durand. Elle lui raconte ce souvenir retrouvé. « Quelle imprimerie ?» demande Durand. « Je crois qu'elle s'appelait Imprimerie Lawrence. C'était rue de la République, près de la place de l'Horloge. » Durand vérifie. L'imprimerie n'existe plus depuis les années 90, mais il retrouve l'adresse exacte. Le propriétaire, M. Lawrence, est décédé en 2005. Cependant, sa veuve vit encore dans une maison de retraite à Avignon. Durand va la voir. Madame Lawrence a 92 ans. Sa mémoire est fragile, mais quand Durand lui montre la photo de Marguerite et lui parle de février 1968, quelque chose s'allume dans ses yeux. « Une jolie jeune femme brune », murmure-t-elle. « Oui, je me souviens. Elle voulait faire graver quelque chose. Mon mari s'occupait aussi de gravure sur bijoux, vous savez. C'était un service qu'il proposait. » « Graver quoi ?»« Une bague. Une petite bague en or simple. Elle avait apporté la bague et un papier avec ce qu'elle voulait faire graver. » Madame Lawrence se concentre, fouillant dans sa mémoire. Elle était nerveuse. Elle a demandé si c'était confidentiel, si personne ne saurait. Mon mari lui a assuré que oui. Elle a payé en liquide et elle est revenue chercher la bague une semaine plus tard. Vous souvenez-vous de la gravure? Des initiales, MB et une date. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était en février, je crois. Le 15 février, Marguerite a fait graver cette bague elle-même, avec ses propres initiales et cette date spécifique. Mais pourquoi? Et à qui était-elle destinée? Cette découverte change complètement la direction de l'enquête. Si Marguerite a fait graver la bague elle-même, cela signifie qu'elle voulait l'offrir à quelqu'un. Un cadeau, une promesse. Mais à qui? Et que représentait la date du 15 février? Durand et son équipe reprennent tous les témoignages, toutes les déclarations, cherchant le moindre indice qui aurait pu être négligé. Ils réinterrogent Élise. Essayez de vous souvenir de tout ce que Marguerite a dit ou fait au mois de février 1968, le moindre détail, même qui semble insignifiant. Élise ferme les yeux, se concentrant. Elle était préoccupée, fatiguée. Elle avait des nausées le matin. Je me souviens lui avoir suggéré qu'elle couvait peut-être une grippe, mais elle a ri nerveusement et changé de sujet. Durand et le docteur Arnaud échangent un regard. « Des nausées matinales », répète le docteur. « C'est un symptôme classique. »« De quoi ?» demande Élise. « De grossesse. » Le silence s'abat dans la pièce. Élise devient livide. « Non, non, ce n'est pas possible. Marguerite n'aurait jamais... Elle était vierge. Elle et Lucien attendaient le mariage pour... C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Êtes-vous certaine qu'elle attendait avec Lucien ? Demande doucement Durand. Elle me l'avait dit. Elle me disait tout. Mais même en prononçant ces mots, Élise réalise qu'ils sonnent faux. Marguerite ne lui disait pas tout. Elle lui avait caché quelque chose d'énorme. Le docteur Arnaud retourne examiner les ossements avec cette nouvelle hypothèse en tête. Elle cherche des traces, des indices, et elle les trouve. Au niveau du bassin, de minuscules fragments d'os qu'elle avait d'abord attribués à des dommages post-mortem. Mais en y regardant de plus près, en les analysant plus minutieusement, elle comprend. Ce sont des restes d'un fœtus. Très petit, probablement âgé de 8 à 10 semaines. Marguerite Blanc était enceinte quand elle est morte. Enceinte de 2 mois environ, ce qui place la conception début janvier 1968.
Cette révélation bouleverse complètement l'affaire. En 1968, dans une famille catholique conservatrice comme les Blancs, une grossesse hors mariage était une catastrophe absolue, une honte indicible. Cela explique tout. L'anxiété de Marguerite, ses mensonges, son changement de comportement. Elle était enceinte et terrifiée. Mais de qui? Lucien jure qu'il n'a jamais eu de relations intimes avec Marguerite. « Nous attendions le mariage », insiste-t-il, les larmes aux yeux. « C'était important pour elle, pour ses parents. Je l'aimais, je respectais ça. » Il accepte de faire un test ADN pour prouver qu'il n'est pas le père. L'analyse ADN prend plusieurs semaines. Pendant ce temps, Durand continue d'enquêter. Si ce n'était pas Lucien, qui était le père? Qui Marguerite voyait-elle en secret? Il retourne voir Jean-Baptiste Mercier. Cette fois, il pose des questions plus directes. « Monsieur Mercier, en janvier ou février 1968, avez-vous eu une relation avec Marguerite Blanc ?» Mercier semble sincèrement choqué. « Quoi? Non! Je vous ai dit que je ne la connaissais même pas. Pourtant, son corps a été trouvé sur votre propriété. Elle s'y est rendue le soir de sa disparition. Elle devait avoir une raison d'aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi, je vous jure que je ne la connaissais pas. » Durand n'est pas convaincu, mais il n'a aucune preuve. Il fait surveiller discrètement Mercier, mais l'homme de 75 ans ne fait rien de suspect. Puis, 3 semaines après le début de l'enquête, un coup de téléphone fait tout basculer. C'est une femme âgée, une certaine Madame Gaston, qui appelle en réponse à l'appel à témoins. Elle avait 85 ans et vivait à Villeneuve-les-Avignon depuis toujours. « J'ai vu votre annonce dans le journal, » dit-elle, à propos de cette jeune femme disparue en 68. Je crois que je l'ai vue ce soir-là. Durand se rend immédiatement chez elle. Madame Gaston habite une petite maison à quelques centaines de mètres de la propriété Mercier. Elle lui explique qu'en mars 1968, elle avait 35 ans et promenait souvent son chien le soir. Le 14 mars, il faisait froid mais sec. Je suis sorti vers 21h avec mon chien. En passant près de la propriété des Mercier, j'ai vu une jeune femme qui marchait vite sur le chemin. Elle portait un manteau clair. Elle avait l'air pressée, inquiète. L'avez-vous vue rencontrer quelqu'un? Non, je ne suis pas resté. Mais en revenant peut-être 20 minutes plus tard, j'ai entendu des voix. Des voix qui venaient de la propriété Mercier. Une voix d'homme et une voix de femme. Ils se disputaient. Vous souvenez-vous de ce qu'ils disaient? Pas précisément. Mais la femme pleurait. Elle disait quelque chose comme « tu avais promis » ou « tu m'avais promis ». L'homme avait une voix forte, en colère. Je n'ai pas voulu m'approcher. Ce n'était pas mes affaires. Pourquoi n'avez-vous rien dit à la police à l'époque? Madame Gaston baisse les yeux. Parce que je ne savais pas qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'ai appris la disparition de la jeune femme quelques jours plus tard. Mais je n'ai pas fait le lien. Et puis, les Mercier étaient une famille respectable. Je n'allais pas les accuser sans preuve. Reconnaîtriez-vous la voix de l'homme? Après 50 ans, je ne pense pas. Ce témoignage confirme que Marguerite était bien allée à la propriété Mercier ce soir-là, et qu'elle y avait rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui lui avait fait une promesse qu'il n'avait apparemment pas tenue. Quelqu'un avec qui elle avait eu une violente dispute. Durand retourne voir Mercier avec cette nouvelle information. Cette fois, il est plus insistant. « Monsieur Mercier, un témoin a entendu une dispute sur votre propriété le soir du 14 mars 1968, entre un homme et une femme. La femme pleurait et parlait d'une promesse non tenue. » Mercier pâlit. Il reste silencieux un long moment, puis finalement il s'effondre. « Ce n'était pas moi, » murmure-t-il. « C'était mon père. » Jean-Baptiste Mercier s'assoit lourdement dans son fauteuil, le visage entre les mains. Après 50 ans de silence, les mots sortent enfin, douloureux, comme une confession longtemps retenue. Mon père s'appelait Alain Mercier. Il avait 48 ans en 1968. Il travaillait comme contremaître dans une usine textile à Avignon. C'était un homme dur, autoritaire, habitué à ce qu'on lui obéisse. Ma mère était docile. Elle ne le contredisait jamais. Durand enregistre chaque mot. Continuez. En janvier 1968, j'ai remarqué que mon père était différent.
Il rentrait tard le soir, il était distrait. Ma mère ne disait rien, mais je voyais bien qu'elle était malheureuse. Un jour, je l'ai suivie. Jean-Baptiste lève les yeux vers Durand. Il retrouvait une femme, une jeune femme. Il se voyait dans un petit café près de la place de l'Horloge. Marguerite Blanc. Je ne connaissais pas son nom à l'époque. Je l'ai appris plus tard, quand sa disparition a été annoncée dans les journaux. J'ai reconnu son visage. Jean-Baptiste se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Mon père était marié depuis 25 ans. Il n'avait jamais regardé une autre femme. Mais elle était jeune, belle, intelligente. Il en était obsédé. Comment se sont-ils rencontrés? À l'usine. Elle était venue avec sa classe visiter l'usine dans le cadre d'un projet pédagogique en décembre 1967. Mon père l'a remarqué. Il a trouvé un prétexte pour lui parler. Et puis, Jean-Baptiste secoue la tête. Il lui a fait croire qu'il allait quitter ma mère pour elle. Il lui a promis une vie meilleure. Elle l'a cru. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Marguerite, si sage, si obéissante, était tombée amoureuse d'un homme marié de 25 ans, son aîné. Un homme qui lui avait promis le monde. Le 15 février 1968, ils avaient scellé leur engagement d'une bague gravée. Mais quelques semaines plus tard, Marguerite avait découvert qu'elle était enceinte. Qu'est-il passé le 14 mars? Mon père m'a tout raconté des années plus tard, sur son lit de mort en 1983. Il gardait ce secret depuis 15 ans et ça le rongeait. Jean-Baptiste revient s'asseoir, les épaules voûtées. Marguerite lui avait dit qu'elle était enceinte quelques jours avant. Elle voulait qu'il tienne sa promesse, qu'il quitte ma mère, qu'ils partent ensemble, quelque part où personne ne les connaîtrait. Mais mon père, il a paniqué. Il réalisait soudain ce qu'il avait fait. Il ne voulait pas perdre sa famille, sa réputation, sa vie. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas quitter ma mère, que c'était impossible. Et Marguerite, elle ne comprenait pas. Elle pensait qu'il l'aimait vraiment. Elle a insisté. Elle lui a donné rendez-vous à Villeneuve, sur notre propriété, parce que c'était isolé et que personne ne les verrait. Elle voulait lui parler une dernière fois, le convaincre. Jean-Baptiste ferme les yeux. Mon père y est allé. Il pensait pouvoir la raisonner, lui expliquer qu'elle devait oublier tout ça, peut-être lui donner de l'argent pour qu'elle parte ailleurs se faire avorter. Mais Marguerite était désespérée. Elle pleurait, elle criait. Elle disait qu'elle l'aimait, qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, que sa vie était détruite. Mon père a eu peur qu'on les entende, malgré l'isolement. Il a essayé de la faire taire, de la calmer. Elle a sorti la bague, celle qu'elle lui avait offerte et qu'il lui avait rendue lors de leur dernière rencontre en disant que c'était fini. Elle la lui a jetée au visage en criant qu'il était un menteur, un lâche. Et puis, il y avait une pierre, un morceau de la vieille remise qui s'était effondré. Dans la panique, la colère, la peur d'être découvert, il l'a ramassée, il a frappé, une seule fois, par derrière, alors qu'elle se détournait de lui. Jean-Baptiste a des larmes dans les yeux. Il a dit qu'il n'avait pas voulu la tuer, que c'était un geste de panique, mais elle est tombée et elle ne s'est plus relevée. Durand reste silencieux un moment, laissant le poids de ses révélations se poser dans la pièce. Qu'a-t-il fait ensuite? Il l'a enterrée là, sous les décombres de la remise. Il a travaillé toute la nuit, creusant avec ses mains, disposant les pierres pour cacher le corps. La bague était tombée près d'elle. Dans son affolement, il l'a laissée là. Le lendemain, il est rentré à la maison comme si de rien n'était. Ma mère ne savait rien, moi non plus. Nous avons appris sa disparition par les journaux. Et vous n'avez jamais rien dit? Même après qu'il voulait avouer? Jean-Baptiste le regarde avec des yeux remplis de honte. Il était mourant. Le cancer le rongeait. Il m'a supplié de ne rien dire. Pour ma mère, pour la famille. J'étais lâche. J'ai gardé le secret. Pendant 35 ans, j'ai vécu avec ce poids. Quand les ouvriers ont trouvé le corps, j'ai su que je ne pourrais plus mentir. Les résultats ADN arrivent quelques jours plus tard. Lucien Garnier n'est pas le père biologique de l'enfant que portait Marguerite. L'ADN du fœtus est comparé avec celui de Jean-Baptiste Mercier. Les résultats montrent une correspondance partielle. Alain Mercier était bien le père. 50 ans après sa mort, son secret est enfin révélé.
La nouvelle se répand rapidement à Avignon. L'histoire de Marguerite Blanc, la jeune institutrice qui avait disparu mystérieusement 50 ans plus tôt, fait à nouveau les gros titres. Mais cette fois, toute la vérité est révélée. Une vérité sordide d'amour, de trahison, de peur et de violence. Élise Fontaine lit les articles avec un mélange de soulagement et de tristesse. Enfin, elle sait. Après 50 ans de questions, elle a la réponse. Marguerite n'avait pas fui, elle n'avait pas disparu volontairement. Elle était tombée amoureuse, avait cru aux promesses d'un homme qui n'était pas libre, et cette erreur lui avait coûté la vie. Lucien, à Marseille, apprend la nouvelle par téléphone. Il reste longtemps immobile après avoir raccroché, digérant l'information. Marguerite l'avait trompé, avec un homme marié beaucoup plus âgé. Elle attendait un enfant de lui. Toutes ces années, il s'était demandé pourquoi elle l'avait quitté, où elle était partie. Maintenant, il sait. Une part de lui est soulagée que ce ne soit pas sa faute. Mais une autre part, plus profonde, pleure à nouveau la jeune femme qu'il avait aimée et qui n'avait jamais eu la chance de vivre sa vie. Jean-Baptiste Mercier n'est pas poursuivi légalement. Il n'a commis aucun crime, ayant simplement gardé un secret que son père mourant lui avait confié. Mais moralement, le poids est lourd. Il décide de faire don d'une partie substantielle du produit de la vente de sa propriété à une fondation pour les femmes victimes de violences. Marguerite Blanc est finalement enterrée dignement, 50 ans après sa mort. La cérémonie a lieu à l'église Saint-Agricole, comme elle l'aurait voulu. Élise est là, vieille dame de 72 ans, pleurant son ami perdu depuis un demi-siècle. Lucien n'est pas venu, c'est trop difficile. Mais il a envoyé des fleurs, des roses blanches, comme celles qu'il offrait à Marguerite quand ils se fréquentaient. Sur la pierre tombale, une simple inscription. Marguerite Blanc, 1945-1968, enfin retrouvée, enfin en paix. Et en dessous, plus petite, une phrase qu'Élise a choisie, que son histoire ne soit jamais oubliée. Ce cas nous montre la violence silencieuse que peut engendrer la pression sociale et les conventions rigides d'une époque. En 1968, une jeune femme enceinte hors mariage était une paria, et les hommes qui faisaient de fausses promesses échappaient souvent aux conséquences. Marguerite a payé de sa vie une erreur d'amour et de confiance. Sa bague gravée, symbole d'une promesse brisée, a attendu 50 ans sous terre avant de révéler la vérité. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les signes tout au long de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce cas et souhaitez découvrir d'autres enquêtes approfondies comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ces cas troublants du passé.